Docteur Crépin Zancé, qui nous vient du Burkina Faso. Quels sont les principaux acteurs du terrorisme au Burkina Faso et comment leur influence s'est manifestée au cours des dernières années, Monsieur Zancé? Bonsoir encore à tous. Je me suis posé la question lorsque j'ai vu l'intitulé du webinaire « Violence armée et instabilité dans le Sahel, acteurs, enjeux et perspectives ». Qu'est-ce que nous allons dire de nouveau qui ne soit pas déjà connu? Et dans ce contexte mouvant, changeant au quotidien, est-ce qu'il était très nécessaire de s'attarder longuement sur les acteurs, les facteurs, les enjeux, mieux que les perspectives? Qu'à cela ne tienne, je me suis dit, bon, d'après ce grand auteur, la première façon de résoudre un problème, c'est de le comprendre correctement. Et la bonne compréhension d'un problème implique nécessairement des éléments, c'est-à-dire identifier la vraie nature du problème, si on veut connaître les facteurs. C'est pourquoi moi j'ai articulé ma communication où je l'ai intitulé ainsi qu'il suit: entendre les Cassandres, une lucidité ignorée, une paix différée. J'entendais tout de suite le docteur Abba qui disait qu'il y a de fortes possibilités qu'il y ait de nouvelles zones dans la zone des 3 frontières. Je considère immédiatement le docteur Abba comme l'un des Cassandres. Vous connaissez Cassandre dans la mythologie grecque? C'est celui-là qui disait vrai toujours, mais qui malheureusement n'était pas écouté, ou on ne le prenait pas au sérieux. Donc tous autant que nous sommes des Cassandres dans une moindre mesure. J'appelle nous qui, vous, moi, chacun des panélistes ici présents, les participants, nous sommes tous des Cassandres. C'est pourquoi il faut éviter les biais cognitifs dans la dimension où nous sommes. Les biais cognitifs, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces éléments qui peuvent affecter notre lecture d'une situation. Le simple fait, par exemple, que moi, je pourrais être un exilé dans un pays étranger compte tenu des exactions ou des pressions politico-militaires, ça peut biaiser ma lecture si je n'y prends garde de ce qui se passe. Et donc, j'aurai une très mauvaise appréciation sur la situation sécuritaire. Il faut également prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Il est très facile par moment de dire que ceux-là sont à l'appareillage. Alors, ce sont ceux qui sont de l'autre côté qui sont les personnes qui persécutent l'État. Alors que vous avez observé très récemment en Syrie, où quelqu'un qui était catalogué, fichier, recherché par les services d'État américains, se retrouve à être à la tête de l'État syrien. Automatiquement, je ne sais pas dans quelle catégorie on devrait classifier cette personne. Est-ce que les documents, les recherches produites de façon antérieure, on doit les annuler ou bien on doit les réactualiser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'ensemble de ces éléments me donne à m'interroger fortement sur ce qui est facteur et ce qui est acteur. Qu'à cela ne tienne, il y a également un élément qu'il faut prendre en compte si nous voulons comprendre effectivement, c'est contextualiser le problème. Il n'y a pas très longtemps, si vous parlez de terrorisme au Burkina Faso, vous allez citer essentiellement Ansaroun, vous allez citer le Jenin, le IGS, vous allez parler de l'État islamique au Grand Sahara, et vous vous limitez là. Mais plus le temps passe, plus on se demande, est-ce que les groupes terroristes représentent véritablement les terroristes? Parce que les groupes terroristes seront en réalité des entités qui ne sont pas forcément des acteurs terrain, qui nous endeuillent, ou qui endeuillent nos pays, qui endeuillent nos populations. Donc il faut le contextualiser, parce qu'un problème n'existe jamais hors de son contexte. Il y a 2013, 2014, 2015, le Burkina Faso ne vivait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà pourquoi j'insiste sur entendre les Cassandres, c'est-à-dire les personnes comme Dr Abba qui dit ce soir qu'il n'est pas exclu qu'il y ait de nouvelles zones qui se créent dans la zone des 3 frontières. Alors, on devrait en principe écouter Dr Abba sur cet enjeu-là, parce
Parce qu'il a probablement des éléments. Mais s'il n'est pas écouté, il va falloir qu'il se fasse lui-même écouter. Voilà pourquoi Cassandre, ce n'est pas forcément nous les chercheurs, encore moins les populations qui parlent. Cassandre, c'est chacun de nous. Donc, pour moi, si on doit parler des acteurs et des facteurs, je dirais essentiellement au Burkina Faso, depuis 2013, on a assisté à Ansarou avec Mme Diko qui déjà prêchait dans la zone du Soum la violence, où il instrumentalisait les populations en leur faisant comprendre qu'en réalité, elles sont abandonnées. Elles sont abandonnées à elles-mêmes en disant, avec d'autres chercheurs qui ont bien documenté, je parle de Ousmane Belem, dans un de ses rapports depuis 2013, où il dit que les investissements qui ont été faits dans la région, ce sont des investissements de l'époque coloniale, soit en 1974, et que l'État n'avait plus rien fait. C'est-à-dire qu'on vous avait abandonné en vous. Donc, ça, c'était des éléments qui étaient là, qui pouvaient servir pour comprendre que les facteurs et les acteurs sont ensemble réunis. Donc, pour répondre de façon pratique, les acteurs du terrorisme au Burkina Faso, avec leur évolution, c'est essentiellement Ansarou, avec Mme Diko, Mme Ibrahim Diko, qui l'a fondé en 2016. Mais il y a également le GILIM, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est une coalition dirigée par Yad Ag-Gali, et puis qui inclut ACMI, la Katiba Massina, que le docteur Toukara a largement développé, et puis l'État islamique au Grand Sahara. J'insiste sur le fait que les acteurs ne sont pas nécessairement les facteurs, et que les groupes terroristes ne sont pas les terroristes. Parce qu'en réalité, dans l'action des acteurs, on a des questions isolées qui ne dépendent pas effectivement de l'idéologie même des groupes. Il y a des individus qui se retrouvent en tant qu'acteurs, mais qui ne sont pas de l'idéologie. Voici ce que je peux dire de façon caricaturée par rapport à votre question qui est quels sont les acteurs du terrorisme au Burkina Faso? Merci bien, M. Zancé. On va essayer d'aller un peu plus vite. Comment vous évaluez l'efficacité des stratégies mises en place aujourd'hui par les autorités du Burkina pour contrer ces violences et, comme vous l'avez rappelé, qui ont des facteurs à la fois historiques et socio-économiques? Moi, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de remonter à un événement. Qui parmi nous ce soir n'a pas entendu parler de Yirgou, le massacre de Yirgou? Je pense que chacun ici, qu'il soit malien, nigérien, burkinabé, a certainement entendu parler du massacre de Yirgou. Et je vais le contextualiser pour pouvoir vous donner des éléments de réponse assez saisissables. Yirgou s'est passé dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019. C'était dans le village de Yirgou, situé dans la commune de Barsalogo, province du San-Matenga, l'ancienne région du centre-nord qui est désormais appelée Quilcé. Le contexte de cette situation, c'était quoi? C'était qu'un chef du village, Peul, avait été tué avec plusieurs membres de sa famille. Et on imputait cela à des hommes armés non identifiés, qui étaient assimilés à des groupes djihadistes. Et en représailles, il y a un groupe qu'on a appelé groupe d'autodéfense des Korluo qui ont donc infligé des pertes humaines à la population Peul, notamment dans des hameaux Peul. Et le bilan à l'époque, c'était autour de 49 officiellement, sauf que des ONG avaient documenté qu'il y avait pratiquement 150 et voire plus pour certaines sources. Pourquoi est-ce que je vous donne l'ensemble de ces éléments afin de pouvoir évaluer? Quels ont été les enjeux majeurs de ce massacre? Ça a non seulement créé un tournant décisif dans la crise sécuritaire au Burkina Faso, en exposant les tensions intercommunautaires exacerbées, ça a aussi créé une critique vive vis-à-vis de l'autorité. On a dit non, l'État ne fait rien, sinon que le pouvoir en place soutenait les groupes d'autodéfense Korléo. Et puis, il y avait ensuite un troisième élément qui est très important, c'était que des enquêtes avaient été ouvertes, des enquêtes judiciaires.
Mais jusqu'à ce jour, personne ne peut vous dire où est-ce qu'on en est avec le dossier Yurgou. Alors, lorsque vous me posez la question donc, quel est le bilan qu'on a fait? C'est que, par exemple, plus on avançait, plus il y avait des massacres. Et on pensait qu'on était juste dans la zone rurale, que le terrorisme avait un visage rural, qu'il avait un visage pastoral. Et puis un beau matin, c'est-à-dire du 4 avril 2015, je pense bien qu'il y aurait probablement des gendarmes dans cette salle, il y a eu l'attaque de Samoroua. Le 4 avril 2015, l'attaque de Samoroua, une brigade de gendarmerie a été touchée. Ça veut dire qu'on allait à un crescendo. La cible, c'était quoi? C'était la brigade de gendarmerie. Et les terroristes avaient attaqué avec des armes lourdes. Qui est-ce qu'on avait suspecté à l'époque? C'était des assaillants qui étaient soupçonnés d'appartenir à Ansarou, le groupe de Malam Diko, que j'ai dit depuis 2013. Ça veut dire que quand Cassandre n'avait pas été écouté, ou on avait négligé ce que Cassandre disait. Et le bilan humain, plusieurs morts. Pourquoi cet événement devrait nous attirer pour qu'on puisse faire un bon bilan? Parce que c'est la première attaque qui a été attribuée à un groupe djihadiste. Mais elle est survenue dans un contexte de dégradation sécuritaire entre le Mali et le Burkina Faso. Ça veut dire qu'il y avait effectivement des éléments qui se déversaient depuis le Mali voisin jusqu'à chez nous où on n'a pas su encadrer. Donc, Samoroua aurait pu marquer en réalité les esprits de façon systémique et pour qu'on adopte une batterie de mesures qui pouvaient endiguer la situation. Mais on ne s'est pas limité là, sauf qu'on pensait que ça allait se limiter à des cibles mineures avant que des grands signes coureurs ne viennent, c'est-à-dire l'attaque qui a eu lieu au niveau de Capuchino et de l'état-major des armées de Burkina Faso. Et ça sonnait comme l'alerte pour les autorités militaires, politiques, parce qu'en réalité, Ouagadougou venait d'être frappé en plein cœur, et surtout l'état-major général des armées, qui n'est pas loin également de l'ambassade de France. Vous voyez jusqu'où la situation allait en crescendo et de plus en plus désagréable. Mais, pour dire l'évaluation, c'est cette dynamique qui a constitué pour les autorités politiques et militaires qui sont venues de recruter près de 90 000 forces VDP, des volontaires de défense pour la patrie, qui, certains peuvent dire qu'ils sont bons, d'autres peuvent dire qu'ils ne sont pas bons, parce qu'effectivement, former un VDP en 14 jours, ça va être techniquement difficile qu'il puisse être efficace, sauf qu'il y a un avantage certain, ils connaissent mieux les localités que quiconque. Et c'est leur zone, ils ont ce devoir et ce pouvoir pour pouvoir lutter contre. Effectivement, ils ont réussi dans une moindre mesure à contenir l'exacerbation de la crise. Mais encore faut-il écouter Cassandre lorsque des populations se plaignent disant qu'il y a des exactions par-ci ou que des ONG disent qu'il y a des exactions par-là. C'est le grand dommage que par moment on n'arrive pas à intégrer. Donc, en gros, on peut dire que le recrutement massif des volontaires de défense pour la patrie ainsi que l'acquisition de matériel militaire ont permis à un moment donné de contenir un tant soit peu l'exacerbation de la crise. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, si on continue à ne pas pouvoir maintenir de façon organisationnelle et de façon méthodique, ce que nous avons comme armement, comme matériel que nous acquérons, se retrouve malheureusement ou pourrait se retrouver entre les mains des forces ennemies. Et les groupes de défense d'autodéfense, que sont les VDP, pourraient en retour agir de façon maladroite parce que n'ayant pas tous les leviers nécessaires pour comprendre ici et par là. Voilà pourquoi je pense que sur 50-50, on peut dire que l'ensemble des mesures prises jusqu'ici permettent non seulement de contenir l'exacerbation de la crise, mais il y a une nécessité impérieuse de travailler, d'arrache-pied, de sorte à ce que l'ensemble des acteurs, que ce soit les volontaires de défense et la sécurité, que ce soit d'autres groupes d'autodéfense, c'est-à-dire les populations qui s'organiseraient d'elles-mêmes, ou que ce soit les unités militaires engagées sur le terrain, qui ont suffisamment du matériel militaire, ne laissent pas ces matériels militaires entre les mains pour réduire encore au néant l'ensemble des efforts qui sont faits. Voici ce que je peux dire par rapport à cette question. Si
je n'ai pas été long. Merci beaucoup, Monsieur Zancé, pour ces éléments de réponse. Peut-être qu'on va rapidement évoquer avec vous les perspectives d'avenir avant de retrouver la salle pour les questions-réponses. Quelles perspectives voyez-vous pour le Sahel et en particulier le Burkina, en tenant compte notamment de la création de l'AES et du retrait de la CEDEAO? Très bien. Pour parler des perspectives, il y a que nous devons souligner essentiellement les grands enjeux, les enjeux profonds qui vont au-delà des armes. Parce que je parle d'enjeux pour citer essentiellement trois. L'enjeu de gouvernance. Le conflit armé est aussi le symptôme d'un État qui n'a pas su gouverner ses territoires. Lorsque en 2013, Malam Dicko se retrouve à prêcher le faux dans les esprits, c'est parce qu'effectivement, l'État n'y était plus. Vous vous rappellerez de cet enseignant qui a aussi un autre Cassandre, qui a été abattu en présence de ses élèves, qui est un message très fort et qui peut déstabiliser la psychologie des enfants. Et donc, l'ensemble des documents qui ont été scientifiquement portés, par exemple, par Crisis Group ou par Ousmane, et bien d'autres personnes, nous montrent que l'enjeu de gouvernance est très important à prendre en compte. Il y a aussi l'enjeu identitaire qu'il faut intégrer dans la rubrique perspective. Je parle d'enjeu identitaire et communautaire, c'est quoi? C'est que quand la peur s'installe, immédiatement l'ethnicisation s'amplifie. Et puis des communautés entières sont vues comme suspectes. Et là, c'est très dangereux, on ne s'en sort pas très vite. L'État peut ne pas être dans cette dynamique. Malheureusement, les populations vont avoir du mal. J'en veux pour preuve des jeunes, Mossi, Peul, Dogon, tous ont été tantôt victimes d'une manière ou d'une autre, ou tantôt stigmatisés. Donc, les appartenances deviennent en ce moment-là des armes. Les armes ne sont pas forcément que les Kalachnikov. Et enfin, l'enjeu dont je vais évoquer, avant de parler des perspectives rapidement, c'est l'enjeu humanitaire. Aujourd'hui, plus de 6 millions de déplacés internes à travers le Sahel central, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger. Ce n'est pas juste une crise militaire, c'est une crise humanitaire, c'est une crise silencieuse, c'est une crise profonde. Dans un site de déplacés internes, je vous dis à Kaya, une femme me laissait entendre ceci. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils, et ma fille et mes coépouses ont tous fui. Je n'ai plus confiance en personne, même pas en Dieu. Je suis perdu. Quand vous écoutez ces mots, ça me fait penser à Madame Aïssata qui écrivait dans le chat que est-ce que ça veut dire que les femmes ne sont pas qualifiées pour être dans ce webinaire? Mais je pense certainement que c'est une question de disponibilité, sans quoi les femmes sont véritablement des vrais Cassandres. Parce que ce sont elles qui fuient dans les cas de déplacés internes. Et en général, quand les groupes armés terroristes arrivent dans les hameaux de culture, ce sont les femmes qu'ils trouvent. Et là, elles sont les témoins oculaires. Pour ne pas théocratiser le panel, vous savez bien que Marie de Magdala a été celle-là qui a vu en premier avec Marthe à la résurrection de Jésus-Christ. Je ne vais pas théocratiser. Donc les perspectives que moi je propose, c'est essentiellement le syndrome de Cassandre qui nous enseigne qu'on peut avoir raison. Ce que nous sommes en train de dire ce soir en tant que chercheurs, on peut avoir raison. Comme on peut ne pas avoir raison. Parce que notre lecture peut être biaisée par certaines raisons. Et c'est très important qu'on continue à contextualiser cette situation, parce que si on ne la contextualise pas, on va passer à côté. Le Burkina, le Mali, le Niger sont aujourd'hui dans l'AES, mais avec des réalités qu'il faut être capable de le dire, des réalités différentes. Donc, tant qu'on ne prend pas le réflexe de contextualiser nos situations, on passe à côté. Et donc, la paix au Sahel ne viendra ni des incantations politiques, encore moins des stratégies purement militaires. Non, il faudrait, à mon sens, avoir une synergie d'action, c'est-à-dire s'écouter, écouter les autres. Écouter les autres, c'est qui? C'est ceux qui parlent de l'autre côté, les déplacés internes, les leaders religieux, les autorités politiques, les militaires qui sont engagés sur le front, les autorités militaires qui sont au pouvoir, qui ont leur façon de voir la chose.
et les pasteurs qui sont de leur côté, qui ont leur façon. Il faut s'écouter mutuellement, il faut s'écouter en retour soi-même. Quand moi je finis de parler, je dois être capable d'observer ce que j'appelle le doute cartésien. Remettre en cause moi-même mes propres certitudes. C'est à ce prix-là que nous pouvons réellement réussir à faire quelque chose. Donc commençons par écouter les voix du terrain, c'est-à-dire institutionnaliser l'écoute communautaire. Les femmes surtout, il faut les écouter. Les enseignants qui sont menacés, les chefs coutumiers, il faut les écouter. Et il faut renouer avec l'intelligence sociale. Qu'est-ce que j'appelle intelligence sociale? Je finis très rapidement. C'est mettre en place des mécanismes de veille, d'alerte précoce qui soient capables réellement de nous dire, attention, ici, là, docteur Seydou Abba vient de dire qu'il pourrait avoir de nouvelles zones dans la zone des 3 frontières. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour contenir cet élément? Enfin, il faut penser la paix comme une co-construction. La paix, ce n'est pas l'apanage des militaires, encore moins l'apanage des autorités civiles. La paix, c'est une dynamique. Elle ne devrait ni être importée, ni être imposée. Importée, c'est quoi? On ne peut pas aller prendre la paix de l'autre côté pour venir. Elle ne devrait pas être imposée parce que les organisations non gouvernementales qui voudraient réellement apporter de l'aide aux populations souffrantes devraient d'abord venir avec une oreille d'écoute. Et nous sommes sur le terrain avec FEPROMUS, qui est le fonds d'expertise pour la recherche et l'action stratégique. Nous sommes sur le terrain et nous voyons ce qui est nécessaire et ce qui est bien d'être fait. Donc pour moi, les perspectives, c'est que la paix commence par ce que moi j'appelle la co-construction. Par ceux qui vivent l'insécurité, par ceux qui se débattent pour l'insécurité et non par nous, les chercheurs. Nous ne sommes que des porte-voix de ces personnes qui vivent l'insécurité. Nous avons cette obligation de s'écouter pour que enfin Cassandre, qui dans la mythologie grecque disait vrai et qui n'avait jamais été entendu, puisse enfin être entendu de là où il est. Parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de théocratiser, mais je finis avec cette formule magique où le pharaon est sorti de toute l'Égypte pharaonique. Il a fait appel à un prisonnier qui s'appelle Joseph pour lui demander d'interpréter des rêves qu'il a eu à faire, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Vous savez bien sûr qu'il a fini par être intronisé premier ministre de l'Égypte pharaonique, et c'est ce qui a permis d'ailleurs que l'Égypte puisse réellement avoir de la production en abondance. Voilà ce que je peux dire en termes de perspective, et j'espère n'avoir pas été très très long, et puis voilà, on pourrait revenir encore une fois de plus. Merci beaucoup. Contribution. Je voudrais que vous réagissiez à la question de la négociation avec les groupes armés terroristes. Je sais que sous l'ancien président Damiba, il y a des essais qui ont été faits du côté du Burkina. Je sais que du côté du Mali également, on a parlé par moment de négociations, de discussions en tout cas avec les groupes armés terroristes. Faut-il négocier? Et deuxièmement, la question des droits humains est-elle conciliable avec la question de la lutte contre le terrorisme évoquée tout à l'heure par M. Ouattara? Très bien. D'abord, il faudrait rappeler une chose qui est très essentielle, c'est que j'ai toujours parlé depuis le début du syndrome de Cassandre. Ce qu'il nous enseigne, c'est qu'avoir raison ne suffit pas dans une situation. Avoir raison dans une situation ne suffit pas pour résoudre. Ce n'est pas parce que nous, les chercheurs, on a raison que le problème va être réglé. Ce n'est pas parce que nous, les chercheurs, on pense avoir la solution que le problème va être réglé. Ce n'est même pas parce qu'on va nous écouter que le problème va être réglé. Mais c'est lorsque nous serons à mesure de mettre nos énergies ensemble et de parler avec ceux qui se débattent, qui se battent contre l'insécurité. Nous ne sommes pas en insécurité, sinon on ne serait même pas en ligne en train de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à votre question de façon précise, il faut simplement dire que la négociation, ce n'est pas une faiblesse militaire. C'est même la première stratégie militaire qui permet de gagner en temps.
Même si vous ne partez pas dans l'optique de vous rabaisser, vous partez dans l'optique de gagner en temps, de vous réorganiser, de vous réarmer, de souffler un tant soit peu et de donner du répit aux populations qui en souffrent. C'est un premier élément. C'est pourquoi, lorsqu'on attaque une base militaire, ils appellent ce qu'ils appellent répit tactique. Mais si vous ne parlez pas avec quelqu'un qui vous agresse, comment est-ce que vous pouvez savoir les attentes, les exigences de cette personne? Parler avec quelqu'un pour savoir les attentes et les exigences de cette personne ne veut pas systématiquement dire que vous cédez à la demande de la personne. Il y a un adage fort du terroir burkinabé en langue mourée qui dit « On ne refuse pas un appel, c'est l'objet de l'appel qu'on refuse. » Lorsque vous êtes convié à une table de négociation, ce n'est pas parce que vous allez accepter systématiquement. Au contraire, vous gagnez en connaissant la mentalité, l'état d'esprit de la personne. Quelles sont les attentes et les exigences, les besoins? Peut-être qu'au sortir de ces discussions, on pourrait trouver un terrain d'entente. Et je voudrais dire d'ailleurs que dans le cadre de la négociation, ce sont les personnes avec qui il ne faut même pas discuter. C'est avec ces personnes qu'on devrait en principe discuter. C'est là que prend le sens de ce qu'on appelle dialogue inclusif. Parce qu'en fait, on pense que les groupes armés terroristes, on ne devrait pas discuter avec eux jusqu'au jour où on se retrouve dans un cas syrien. C'est-à-dire celui-là qui était fiché comme terroriste à abattre, à rechercher, se retrouve à être au palais présidentiel en lieu et place de Bachar, qui a été longtemps le protégé de la puissante Russie. Et finalement, on fait quoi? On compose avec lui ou on négocie avec lui. La négociation, peut-être malheureusement, l'expression utilisée négociation est péjorative dans les esprits de beaucoup, mais en fait, il nous appartient, nous aussi les chercheurs, de trouver des lexiques, des concepts, des terminologies qui puissent permettre réellement de faire passer le message sans pour autant donner l'impression qu'on est en train d'aller pour brader nos pays, brader nos richesses, vendre nos ressources minérales. J'aime à le dire, pour terminer, pour imager, pour cette question, si vous commencez à parler de Dieu, vous faites l'erreur en tant que musulman, surat tant, verset tant, dans le prophète Mohammed sallallahu a dit, au kiosque, à 10, 15, 20 jeunes qui sont sur place, les 15 minutes qui suivront, vous risquez d'être seul. De cette même manière, si vous commencez à parler à des jeunes, la Bible a dit, Dieu a voulu qu'ils vont quitter. Par contre, vous devez trouver le langage qui sied. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les chercheurs, on doit comprendre qu'on a en face de nous des militaires, des gens qui, pour la plupart, ne connaissent que le langage militaire. Et conséquence, le militaire en position de force avec une arme n'a pas pour vocation d'entendre parler de négociation. Automatiquement, on doit trouver des terminologies. Pourquoi ne pas parler de l'approche communautaire inclusive? C'est ça que nous, on appelle, chez nous en Bissau, on dit, il faut souvent flatter l'enfant pour mettre sa main dans sa poche. Et dès lors que c'est fait ainsi, on comprendra que, véritablement, on pourrait réussir à le... Vous pouvez me rappeler votre deuxième question, M. Younous, pour que je puisse l'aborder. La deuxième question est relative à la question des droits humains. Lutte contre le terrorisme et droits humains, respect des droits humains. Il n'y a pas de distinction à faire entre terrorisme et droits humains. C'est justement parce que les droits humains ne sont pas de mise que les exacerbations ne font que s'accentuer. Quand, par exemple, j'ai dit sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, moi j'ai été immédiatement le lendemain à Yirgou, j'ai vu le chef, le président de la délégation spéciale d'alors, ou disons le maire d'alors, pour échanger avec lui. Mais vous avez des familles qui vous disent que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon enfant, mes filles et mes marades et mes co-épouses ont fui. Je n'ai plus confiance à quelqu'un. Vous avez des populations, Peuls en partie, qui ont été massacrées.
et que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes et que jusqu'à présent rien n'est fait. Non. Même dans la guerre, il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Ça veut dire que la guerre elle-même est réglementée. Et pour un militaire qui est techniquement très bien formé, il sait qu'il ne peut pas prendre une roquette anti-char pour tirer sur un individu. Parce que la roquette anti-char est faite pour être utilisée sur des matériels militaires de chars. En même temps, il sait qu'il n'a pas le droit d'utiliser du gaz sarin, par exemple, sur des populations. Il sait très bien que quand il a sa mitraillette Kalachnikov pointée sur quelqu'un qui n'a pas d'arme, qui est désarmé, qui est inoffensif, il ne devrait pas l'abattre. Il faut le prendre et pouvoir faire quelque chose. Parce que si les droits de l'homme ne sont pas respectés, alors vous vous retrouvez à faire pire que les groupes armés terroristes eux-mêmes. Donc, il faudrait que les droits de l'homme soient réellement ce qui même légitime la guerre. Utilisez cela pour légitimer la guerre. Voilà pourquoi vous allez voir une forme de communication récupérée avec adresse par certains groupes armés qui tendent à faire comprendre qu'en réalité, eux, ils ne massacrent pas, comme si en réalité les armées loyales, les armées de nos États étaient en train de le faire. C'est pour jouer sur la conscience. Donc voilà un peu, en vérité, il n'y a pas de clivage entre droits de l'homme et puis la guerre. La guerre elle-même, elle est bien réglementée, elle devrait toujours être réglementée. Mais je voudrais terminer avec quelque chose qui a été dit, c'est l'AUS et la CEDEAO. Est-ce qu'elles doivent se parler et en même temps répondre par ricochet à la préoccupation du docteur Mendia, que je lui remercie beaucoup pour les temps passés ensemble depuis Yaoundé. L'AUS et la CEDEAO ne peuvent pas ne pas se parler et ils doivent impérativement se parler. Parce que ce n'est pas un souhait, même entre une épouse et son mari, il y a des disputes. On peut faire 1 mois, 2 mois, mais on ne dit pas à l'autre dégage. Et même quand on se quitte et qu'on sait qu'il y a des enfants entre nous, on s'arrange à ce que les enfants puissent grandir dans l'harmonie, la paix. Et c'est ce qui doit guider les autorités aussi bien de l'AUS que de la CEDEAO de notre Afrique de l'Ouest. Il y a des populations, nous sommes les enfants. Les autorités à la tête de la CEDEAO et de l'AUS ne doivent pas oublier que les décisions qu'ils prennent affectent ou mettent une forte pression sur les populations. Conséquence, l'obligation de parler entre ces États-là n'est pas une chose qui va s'arrêter maintenant ou encore demain. Et pour finir avec la préoccupation de Dr Mendia qui a parlé du Joint Venture, je crois que Dr Tunkara a longuement épilogué là-dessus. Il n'y a pas d'issue pour nos États si on n'arrive pas à nous mettre ensemble. Et ensemble comment? En contextualisant. Parce que le Mali a ses réalités, le Burkina a ses réalités, le Niger a ses réalités, autrement dit, chacun a ses intérêts. Mais on devrait savoir mettre nos énergies ensemble en respectant la logique de souveraineté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on veut ensemble se mettre les forces ensemble qu'on perd aveuglement l'idée que le Burkina Faso et le Mali ont en latence des conflits transfrontaliers. Il ne faut pas perdre de vue. On a une histoire. Et l'histoire est la mémoire des êtres humains, des savants, des chercheurs. Et nous ne faisons que documenter. Je voudrais terminer ma phrase en disant qu'aujourd'hui, là, il ne s'agit pas d'avoir raison. Non. Chercheurs, autorités politiques, autorités militaires, leaders coutumiers religieux, il ne s'agit pas d'avoir raison. Il suffit aujourd'hui d'aller ensemble, de se mettre ensemble avec lucidité, avec humilité et avec cohérence. C'est à ce prix-là que nous allons réussir à rebaptiser la paix, à reconstruire la souveraineté de nos États de la façon la plus belle possible. Parce qu'il y a des recherches qui ont été déjà faites et qui continuent d'être faites puisque la crise elle-même, elle est mouvante. Il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas de drones. Aujourd'hui, on parle de drones. Ensuite, on est en train de parler de l'intelligence artificielle qu'il faut mettre dans le jeu. Ensuite, on va parler très bientôt d'autres aspects et
on ira en crescendo, on ira en métamorphose au fur et à mesure. Il faut mutuellement se parler. Voilà les réponses que je peux donner aux questions que vous avez posées, en ramenant toujours les uns et les autres à lire les recherches de Crisis Group, à lire, par exemple, pour comprendre mieux la crise au Burkina Faso, le rapport de Roger Judicaël Belem, qui a fourni un très beau travail, à lire également les documents de Ousmane, et qui est d'une très belle facture. Et lire, ça permet réellement aux uns et aux autres. Lire, non pas pour se cultiver intellectuellement, mais pour comprendre les enjeux et se comprendre soi-même dans cette quête, cette construction, co-construction de la paix. Merci bien, Monsieur Crépin-Zancé. Je pense que vous parliez plutôt de Roger Judicaël Bemaoun et non pas Belem. Exact. Merci. Merci pour la prononciation. Merci bien. Monsieur Bemaoun a fait effectivement des travaux assez intéressants que j'invite les uns et les autres aussi à parcourir. Le deuxième volet qui concerne fondamentalement les femmes. Il n'y aura jamais de paix durable. J'ai dit il n'y aura jamais de paix durable si nous ne prenons en compte les femmes. L'autonomisation des femmes et des jeunes, si nous ne prenons cela en compte, je vous dis, il n'y aura jamais de paix et de paix durable. Et c'est pourquoi je salue la question de Aïssata et la question de Edmond Kabouré et aussi de Dr Ouedraogo dans le chat. Et la perspective globale, Younous, en 1 minute, c'est que nous devons sortir de la vision purement militaire. Ça, on n'a pas besoin de le dire, on finira par sortir. Il y a ce mécanisme qu'il faut intégrer. Tant que le feu ne brûle pas suffisamment le lézard, vous ne verrez jamais son sexe dehors. Ça fait peut-être marrer, mais c'est une anecdote qui le dit. On finira par comprendre qu'en réalité, le tout militaire ne nous mènera nulle part et qu'il faut impérativement réfléchir encore plus fortement. Lorsque Adolf Hitler disait que non, on n'a pas besoin, si on a la force, on n'a pas besoin d'être intelligent, il oublie qu'en fait, pour avoir la force, il a fallu être intelligent pour s'armer. Donc, il y a la reconstruction territoriale qui doit être centrée sur les populations. C'est la solution. Disons, contrairement à ce que le docteur Tunkara disait, qu'on en aura pour assez longtemps, je discutais avec un des avertis des questions de la sécurité qui me disait non, mais bien sûr qu'avec un claquement de doigts, on peut résoudre cette situation de crise. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être Yann Agali. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être Malab Diko. On ne se lève pas du jour au lendemain pour être Mamadou Koumfa. Non. De la même manière, on ne se lève pas du jour au lendemain pour être, par exemple, un Gilbert Diendéré, capable d'intervenir dans le Sahel et libérer des otages. Il y a une vie à chaque homme, il y a du potentiel, de l'énergie à chaque citoyen qu'il faut capitaliser, qu'il faut exploiter à fond. C'est pourquoi j'ai imaginé en disant Pharaon a été obligé de faire sortir un prisonnier pour interpréter ses rêves. C'est pour dire que la solution peut être enfermée actuellement. La solution peut être hors du Mali, hors du Niger, hors d'eux. Peut-être que la solution du Niger, c'est Bazoum, qui est en prison. Peut-être que la solution du Burkina, c'est, je ne sais pas, quelqu'un qui est hors du Burkina. Donc, il faut reconstruire le territoire centré sur les populations. Et les populations dans toute leur diversité. Et la justice sociale, l'inclusion, l'équité. On n'a pas besoin de revenir. Ce sont des perspectives globaux. Et en plus de ces perspectives globaux-là, j'ai cité les femmes et les jeunes qu'il ne faut pas. Pourquoi les femmes et les jeunes? Parce que les mamans-là, elles sont la courroie de transmission. Ce sont elles qui peuvent parler encore à leurs jeunes, leurs enfants, qui sont engagés sur le terrain. Nous ne faisons faire que des recherches scientifiques et ce n'est pas évident qu'un père de famille puisse parler émotionnellement à son fils pour qu'il se ravise. Mais une mère peut le faire. Dans les cercles de déplacés internes, c'est le moment de raviver la flamme de l'appartenance à la nation en construisant la nation. Qu'est-ce qu'on fait pour construire la nation? C'est au travers de l'autonomisation de ces femmes. Non, mon fils, reviens, ne fais pas ci, on est à tel niveau. Mais quand ces femmes-là, démunies, se retrouvent à dire encore aux enfants, on ne gagne même pas à manger, on ne gagne pas à boire, ça fermente davantage la rage pour ces jeunes qui sont engagés et ils ne sont pas prêts pour le DDR, même si il faut saluer des valeureux hommes
comme le général Aimé Barthélemy Sempoué, qui avait proposé un DDR qui allait réellement apporter un souffle. Mais je termine, s'il vous plaît, une minute, avec des pistes de solutions pratiques. Au niveau communautaire, nous avons documenté, on travaille encore là-dessus, il faut un programme d'autonomisation économique. Les coopératives agricoles artisanales, il faut un appui entrepreneurial. C'est vrai, si on prend le budget d'un drone ou bien d'un char, ça peut réellement sauver beaucoup de jeunes. Mais parfois, on veut être dans le pouvoir, la puissance de feu, et on oublie qu'en fait, le char qui se déplace dans une zone marécageuse ne peut pas rouler. Il faut rapidement travailler à avoir l'ensemble de ces éléments. C'est pourquoi je parle du niveau communautaire pour les programmes d'autonomisation économique. Il faut l'éducation, l'alphabétisation et la formation qualifiante, surtout dans les zones rurales. Lorsque j'insiste sur ces aspects, c'est parce que le terrorisme a un visage rural et pastoral. Mais en réalité, la boîte à Pandore, le cerveau là, n'est pas à visage rural. Le cerveau là n'est pas à visage pastoral. Le cerveau là est dans les villes, dans les zones citadines, dans le confort insultant. Il réfléchit et ils font exécuter ces jeunes qui sont dans les localités. Voilà pourquoi il faudrait, par exemple, dans les camps, les centres de déplacés internes, travailler à ce qu'il y ait des conditions normales de température et de pression. En réalité, nous-mêmes, on devrait envier plus des déplacés internes que toute autre personne. Chacun devrait aujourd'hui chercher à vouloir être déplacé interne parce que là-bas, il y a une vie et automatiquement, vous allez voir que les choses allaient s'amoindrir. Je termine par le niveau institutionnel et national. Les réformes du DDR dont on a parlé, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, il faut intégrer les jeunes, anciens combattants qui lâchent prise pour qu'ils puissent réellement être des catalyseurs de cette dynamique-là, notamment les femmes associées aux groupes armés. On arrive à les identifier, sauf qu'on les parque ou on fait fi, on ne les associe pas. Vous avez vu la question de la dame en début de panel. C'est très important et la prochaine fois, travailler à ce qu'il y ait, si je savais, j'allais céder ma place à Mme Aïssata pour qu'elle soit de ce panel-là. Et enfin, il faut la création des fonds nationaux pour l'innovation sociale. Quand je parle de création de fonds nationaux, ce n'est pas des fonds qui vont être plus tard détournés, comme par exemple à l'action humanitaire ou bien à l'organisation humanitaire et puis être jugés. Non, il faut écouter l'ensemble des parties prenantes. Je voulais terminer sur ces mots en disant une fois de plus que la paix que nous cherchons tant, ce n'est pas par des plans de guerre, mais on va construire cette paix avec des gens. On va construire cette paix en écoutant les Cassandres, en écoutant l'ensemble des chercheurs. Les chercheurs, qui sont-ils? C'est lui, c'est moi, c'est vous, c'est eux. Ce sont les autorités militaires, les leaders religieux, que chacun s'écoute pour qu'on puisse enfin permettre à nos territoires, à nos zones de respirer et de vivre. Merci pour l'invitation et espérons que nos travaux vont être récapitulés et envoyés à qui de droit pour pouvoir vivre. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Zancé. Merci pour cette riche contribution que nous allons bien entendu prendre en compte.